Je m'appelle Emmanuel Ponce, je suis artiste peintre. Je suis là à la Galerie Audet parce que j'ai la chance de faire une rétrospective sur 30 ans de peinture. Alors pour arriver à 30 ans de peinture, il y a un premier jour. Et ce premier jour, pour moi, il vient du foot. Il vient du foot qui n'était pourtant pas mon sport. Je le pratique un jour avec des copains, je me foule la cheville gravement, je me retrouve une jambe dans le plâtre. 6 semaines d'inactivité, à ne rien pouvoir faire. Et là, je me dis, je vais essayer de terminer une œuvre que j'avais commencée quand j'avais 7 ans. Parce qu'à 7 ans, j'avais déjà conscience d'avoir fait un truc qui me paraissait pas mal. Je finis cette œuvre qui me plaît, j'enchaîne sur quelques autres. Et bizarrement, les gens ont envie d'acheter les œuvres dès qu'ils les voient. Je me dis, c'est sympa ça. Et si j'essayais d'en faire mon métier? Et j'ai eu une chance extraordinaire qui est que dès les premières œuvres peintes, toutes se sont vendues. Donc très vite, j'ai pu prendre un atelier. J'ai eu la chance que ça marche très très bien, mais vraiment par chance, grâce à ce plâtre qui m'a amené à reprendre la peinture. Ça fait maintenant 30 ans. Alors entre-temps, il y a eu un petit break puisque je me suis consacré à l'écriture, que maintenant je continue, mais à côté de la peinture. Mais sinon, c'est une passion depuis toujours et qui remonte aussi à la famille, puisque mon arrière-grand-père était peintre, ma grand-mère était peintre, ma mère coloriait les albums de mon arrière-grand-père qui a fait entre autres Les Pieds Nickelés, Toto, Zigoto, la famille Bigorneau, Poussette, donc un grand dessinateur de l'époque. Voilà, c'est dans le sang, quoi. Alors évidemment, en 30 ans, la peinture elle a beaucoup évolué puisque j'ai commencé en suivant l'abstraction lyrique des années 50-60, une peinture plutôt gestuelle que j'appelais orbitale parce que c'était un geste qui était composé d'un cercle. Ensuite, j'étais toujours imprégné quand même de ce que faisaient les autres artistes. Je suis passé à une expression lyrique beaucoup plus intimiste, que j'appelais trace, où là on voyait très peu de choses sur l'œuvre. Il y avait un petit côté Fontana d'ailleurs dedans. Et c'est ce qui me gênait, c'est que plus je me cultivais, puisque je n'avais aucune culture au début en art, je n'avais aucun diplôme, je n'avais rien du tout, donc j'étais autodidacte. Plus j'avançais, plus je me rendais compte que je n'avais pas ma note suffisamment personnelle. Donc j'ai commencé à chercher, j'ai arrêté ce que je faisais, à savoir les traces. J'en avais vendu à ce moment-là 700. Je dis mais il faut que j'arrête ça, là, je me répète. Ça a été un gros travail et ça a été surtout 2 ans de recherche ininterrompue avant de trouver cette fameuse forme qui allait me correspondre, à savoir le trèfle. Et depuis maintenant l'an 2000, je travaille autour du trèfle. Et cette forme pour moi, elle évoque plusieurs choses. D'abord, spirituellement, je pense à la croix. Forcément, parce que quand on le fait rapidement, le trèfle ça fait ça. Je pense à la chance, avec les 4 feuilles. Le trèfle en argot, ça veut dire l'argent. Je me dis, mais il y a déjà pas mal de significations avec ça. La forme était facile à répéter en plus. Et au fur et à mesure de sa répétition, elle évoluait. Plus elle était répétée vite, plus elle se modifiait. Donc automatiquement, elle nourrissait la toile d'une répétition narrative amusante et différente. Je me suis dit, tiens, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que je me suis mis à faire plein de trèfles sur le fond des œuvres, ce qui était le signe de reconnaissance de l'œuvre, sans que pour autant, les œuvres ne soient les mêmes. Forcément, l'écriture est présente, mais elle est présente sans rapport avec mon écriture d'écrivain. C'est-à-dire qu'elle est présente surtout dans 2 domaines, qui sont l'autodérision et la spiritualité. Alors l'autodérision, c'est en particulier dans la série qui s'appelle L'arnaque du trèfle, dans laquelle je disais toutes les pires choses qu'on peut dire sur un être humain, mais sur moi. Il y en a eu au moins une quinzaine, comprenant à chaque fois un long texte qui était au centre. Et après, j'ai pris des extraits où j'ai gardé le même esprit pour mettre que quelques phrases sur les œuvres. Et d'ailleurs, pour que ça soit encore plus vrai, j'avais à l'époque une assistante qui travaillait avec moi et c'était elle qui l'écrivait de sa main, qui signait Elena Deville, qui était mon double schizophrénique. J'en parle comme si c'était tout à fait naturel, parce que c'est naturel, j'ai mon double schizophrénique, Elena Deville, voilà, on le retrouve à chaque fois. C'est des œuvres qui s'appellent HD. Et puis il y a les toiles qui reprennent certains passages de mon premier roman qui s'appelait Je viens de tuer ma femme, qui a été le plus gros succès pour l'instant, qui commençait ainsi, Je viens de tuer ma femme, ce qui m'ennuie c'est d'y faire part. Ce premier paragraphe, j'aime bien, j'ai aimé en tout cas longtemps le reproduire. Et puis après, de temps en temps, je prenais des extraits de bouquins que j'avais pu écrire. J'aime aussi beaucoup tamponner les œuvres. J'ai près de 500 tampons aujourd'hui à partir de phrases ou de petits dessins. Et très souvent, ce sont des phrases spirituelles, puisque j'ai quand même consacré 20 ans à une quête profonde spirituelle, dont 10 ans sur une quête très zen,
sans aucun désir de religion ou de philosophie derrière, mais juste de nourrir mon présent de cet état d'esprit, qui n'en sorte pas. Donc ça a été un long travail aussi pendant des années, qui a forcément nourri et mon écriture et mes toiles. La vie spirituelle, elle a un gros problème. C'est que quand on part dedans, on quitte tout. Donc la seule solution, paradoxalement, si on veut mener une vie spirituelle, c'est d'avoir une vie matérielle. Celle qui contrebalance la vie spirituelle. Donc quand je me suis lancé très sérieusement dans cette quête spirituelle, de l'autre côté, je me suis aussi lancé non pas dans une quête matérielle, mais dans la nécessité de comprendre ce qui régissait matériellement, économiquement notre monde. Je me suis intéressé de très près à la finance mondiale et à la finance nationale sur le plan de la bourse, ce qui était le thème de mon deuxième roman d'ailleurs. Et après, j'ai voulu pousser beaucoup plus loin. J'ai donc créé une multinationale qui s'appelle Epka Emmanuel Pons, constructeur artistique. Vous voyez ici le livre qui retrace 25 ans des publicités de cette marque. Et ça, ce magazine, Epka Mag, qui est le magazine des fans de la marque. Concrètement, vous avez là 25 ans de fausses publicités, c'est-à-dire des 4 mètres par 3 qu'on est censé avoir vues dans les rues, dans le métro, avec les critiques faites par des publicitaires, lesquels n'ont jamais existé non plus. Ce qui veut dire que je me suis amusé à créer tous les produits en 3D que cette marque aurait commercialisés pendant 25 ans, que j'en ai fait les publicités avec l'évolution du logo, avec l'évolution de la typo évidemment, avec l'évolution de la façon de parler des produits, et qu'ensuite je me suis amusé à faire pareil, tout seul, un magazine qui va du courrier des lecteurs, aux critiques des utilisateurs, aux fans à l'inverse qui se retrouvent lors de grands rassemblements pour célébrer cette marque à la même manière qu'on pourrait célébrer Apple, puisque c'est basé sur le principe d'Apple. C'est complètement détourné. Et ça a donné naissance à ces 2 livres qui ne sont pas des livres, mais finalement qui sont les œuvres elles-mêmes. C'est-à-dire que numéroté, c'est ça qui est vendu, puisque je n'avais absolument pas les moyens de faire construire, même si ça a été évoqué à un moment, réellement les produits qui ont été designés en 3D, mais qui sont prêts à la construction. Il y a un artiste dont je suis fan, qui s'appelle Antoine Correia. De cet artiste, j'ai fait des samples picturaux, c'est-à-dire j'ai isolé des parties de ses dessins, avec son autorisation bien sûr. J'en ai fait des tampons, et de ces tampons, j'ai fait des œuvres qui n'avaient plus rien à voir avec les siennes, qui sont même l'opposé, puisqu'il est dans un univers assez sombre, qui tourne autour de la Renaissance recomposée aujourd'hui. Moi, j'ai fait quelque chose de très clair dans l'esprit de mon travail. Donc, dans les trèfles de 2019 à 2021, ou dans les dernières toiles, parce que parfois il n'y a pas de trèfle, c'est les seules toiles où il n'y a pas de trèfle parfois, voilà, ça peut donner ça. Et cette histoire, ça en a fait un livre, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'œuvres. En plus, on avait déjà fait, nous, une œuvre à 4 mains, on avait prévu d'en faire d'autres. Le confinement, puisque tout ça, ça a été fait durant l'année Covid, le confinement nous a interdit de nous voir. Il habite près de Nantes, moi j'habite en Haute-Normandie. Mais voilà, à distance, on a correspondu, on s'est bien éclaté, on a échangé beaucoup de photos, et puis ça a donné cette histoire en livre. Le secret pour moi, il faut que je m'éclate quand je fais quelque chose. Il faut que je rigole, même tout seul. Je ris quand j'écris, je ris parfois quand je peins, même si c'est des sujets terribles. J'aime bien jouer aussi sur les acronymes, avec PONS. Parce que PONS, c'est Ponce, mais c'est surtout produit ordinaire pour une nouvelle société. Puis à partir de là, j'en ai trouvé plein, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est plagiaire ordinaire pour une nouvelle société. Pourquoi plagiaire? Parce que j'aime bien utiliser des éléments que je trouve à gauche, à droite, comme ceux que peut faire mon fils ou pouvait quand il était tout petit, et donc je reprenais ses dessins. Et j'aime bien considérer, évidemment, à tort que c'est plagier quelqu'un. Et je trouve que se décrire soi-même en tant que plagiaire, dans le côté autodérisoire que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'amuse. Il y a une autre toile que j'aime beaucoup, qui est un patchwork qui en contient 16 petites pour en faire une grande. Dedans, on retrouve ma tête complètement hirsute, que j'utilise assez souvent, puisque à partir d'un dessin, je le photocopie, je le détourne, je le retravaille, je le remets plusieurs fois dans des œuvres. Donc on le voit clairement dans celui-ci, et ça symbolise la pensée. Et la pensée, pour moi, c'est pas quelque chose de bon. Spirituellement parlant, dans le zen, c'est tout l'inverse.
Donc l'idée, c'est de sortir de cette pensée à ce moment pour retrouver quelque chose d'instinctif. Quand je fais ces toiles-là, c'est exactement ce qui se passe. Et ça me permet de me lâcher encore plus et de m'amuser, quitte à aller parfois sortir des choses complètement improbables. Par exemple, je retrouve dans une poubelle un petit Polaroid avec une mamie, et je ne sais pas pourquoi, j'écris cette phrase, il n'y a que la mamie qui se ferait pas le ponce. Alors que pourtant, je suis le garçon le plus sérieux du monde. Bon, personne ne le croit, et tant mieux. Mais voilà, l'important c'est qu'on l'imagine et qu'on pense que c'est totalement autodérisoire. Et c'est ça qui m'amuse. Il n'y a pas la volonté de délivrer un grand message avant toute chose, mais il y a la volonté d'avoir une écriture personnelle qui dise quelque chose, qui ne cherche pas le beau pour le beau parce que l'esthétique pure, je m'en contrebalance, c'est pas ça, mais qui soit moi, tout simplement. Voilà, ça c'est important. En dehors de toute avis, que je sois content quand je regarde l'œuvre et que je me dise, pour moi c'est la référence, c'est c'est comme si elle n'était pas de moi. Si j'ai l'impression qu'elle n'est pas de moi, c'est qu'elle est finie, c'est qu'elle est réussie. Tant que j'ai l'impression d'avoir fait le travail, c'est que ça ne va pas. Et quand elle n'est plus de moi, entre guillemets, voilà, j'ai cette satisfaction qui est la satisfaction de l'artiste quand il a fini une toile, et voilà ce que ça m'apporte.